vais donc appeler le docteur Adnan Louarititi pour nous présenter donc, les questions sur lesquelles nous vous avons interpellé. À vous la parole. Merci, docteur Najia, pour les présentations et merci aussi pour tout ce que vous faites pour la valorisation du métier de pharmacien, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale et même à l'international. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, donc c'est un honneur pour moi. Et donc je commencerai par saluer la qualité de l'organisation, qui m'a vraiment interpellé. Donc c'est une fierté donc d'assister à ce genre de congrès avec une organisation aussi parfaite. Et donc c'est à l'image des progrès un petit peu de notre pays à l'échelle donc régionale et à l'international. Donc, on m'a chargé aussi aujourd'hui donc de vous présenter mon expérience terrain par rapport au rôle du pharmacien en situation de catastrophe. Le pharmacien, il fait partie donc d'une entité médicale, donc c'est une partie intégrante du système de santé. Et en situation de catastrophe, le produit pharmaceutique, il revêt une importance capitale. On verra à travers la présentation. Donc, et pour ça, donc, qui est le mieux placé qu'un pharmacien pour assurer la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques au profit d'une population souvent vulnérable. Et donc, sans plus tarder, je vous présente donc le plan que je vais adopter. Donc après une brève introduction où on va présenter la notion de catastrophe, d'imprévu et de retentissement donc, sur les systèmes de santé, on va passer à la logistique. Donc on va introduire un certain nombre de définitions. Puis on verra donc la particularité de la logistique médicale et pharmaceutique en situation de catastrophe. Et qui dit situation de catastrophe, comme a dit Dr. Gibi, donc c'est souvent couplé à la notion d'urgence. Et pour un pharmacien qui a l'habitude d'anticiper, de travailler à l'avance, de préparer les côtés de son activité, des fois, c'est des contraintes qui sont très difficiles à gérer. On verra donc, c'est des choses imprévisibles et le pharmacien doit pouvoir répondre de manière très efficace, très performante et dans les délais d'urgence. Voilà, donc, et enfin, donc, on va voir les stratégies et mises en œuvre qu'un acteur de santé et le pharmacien en particulier peut mettre en place pour gérer un petit peu ces contraintes avant de conclure. Alors, donc, comme on le sait tous, donc notre planète est de plus en plus exposée à plusieurs types de catastrophes qui peuvent avoir comme origine une origine naturelle, industrielle, économique ou politique. Donc c'est le cas des tsunamis, des tremblements de terre, des incendies, des épidémies. Et le Covid en est le meilleur témoin. Il y a aussi donc les situations de guerre qui sont souvent à l'origine de catastrophes humanitaires avec beaucoup de réfugiés qui sont en situation de précarité, qui ont beaucoup de besoins difficiles à satisfaire vu les contextes. Et tout ça, donc, ça retombe sur le professionnel de santé qui doit un petit peu gérer ces contraintes et porter assistance à cette population vulnérable dans plusieurs contextes différents. Alors notre royaume, donc le royaume du Maroc, a acquis donc, une grande expertise qui est devenue un exemple à l'échelle régionale et internationale dans la gestion des actions de solidarité, dans les interventions d'urgence face aux catastrophes. Donc, en effet, depuis 2004, donc, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, donc chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, donc l'inspection du service de santé a procédé au déploiement de plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne pour gérer plusieurs situations de catastrophes à l'échelle nationale ainsi qu'à l'international. Ici, c'est une petite carte qui illustre certains déploiements de ces hôpitaux à l'échelle nationale. Et donc, ça a débuté depuis 2004 pour le séisme d'El Hoceima, donc comme a dit Dr Ergibi. Et ensuite, donc, il y a eu plusieurs déploiements
pour lesquels donc, j'avais l'honneur et la fierté d'y participer. En l'occurrence, donc, en 2009, pour l'hôpital médico-chirurgical de campagne à Émile Schill, pour l'émission du Grand Froid, ainsi qu'à la localité d'Aït Mohamed en 2010. Donc actuellement, ce que vous voyez en rouge, c'est les hôpitaux médico-chirurgicaux qui sont toujours déployés donc dans la région d'El Haouz pour le tremblement de terre, donc qui a fait beaucoup de dégâts. Et qui se sont transformés avec le temps de mission de tremblement de terre en mission de grand froid. Parce que donc, les conditions climatiques, heureusement cette année, donc, il n'y a pas vraiment de conditions climatiques draconiennes, mais des fois, donc, on est face à beaucoup de contraintes. Des fois, il y a des zones qui sont enclavées, difficiles d'accès, etc. Et on verra comment on peut donc, gérer ces contraintes. Donc, à l'échelle internationale, donc, depuis 2005 aussi, donc, il y a eu plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux qui ont été déployés au niveau du continent africain et aussi au Moyen-Orient. Donc, il y a le Gabon, le Niger, le Congo, mais aussi donc, la Tunisie. Donc, j'étais responsable de la pharmacie de l'hôpital médico-chirurgical de Jargis au profit des victimes du conflit libyen, ainsi qu'en Jordanie en 2013 et en 2014 pour l'hôpital médico-chirurgical de compagnie du camp Zatari en Jordanie pour les réfugiés syriens. Donc pour la logistique, le pharmacien fait pratiquement beaucoup de logistique, c'est notre pain quotidien. Et donc il faut savoir que la logistique, c'est un terme qui a débuté dans le domaine militaire, donc on le sait tous, avant d'être extrapolé au domaine du commerce et de l'industrie. Et donc c'est l'art de loger, ravitailler et placer les troupes sur le terrain. Et donc il s'agit de fournir aux forces le nécessaire pour vivre, se soigner et combattre. Et donc c'est quelque chose qui est très maîtrisé donc, dans le domaine militaire. Alors la logistique médicale militaire, donc, elle a certaines particularités. Donc, c'est la science de planification et d'exécution de toutes les activités de transport, de déploiement, de ravitaillement, de maintenance, ainsi que de redéploiement des ressources de santé qui sont nécessaires au soutien des opérations militaires au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et notre activité s'inscrit, donc la logistique pharmaceutique militaire, c'est une partie intégrante de la logistique médicale militaire. On ne parle souvent pas de logistique tout court, on parle plutôt d'une chaîne logistique. Et donc une chaîne logistique, ça implique plusieurs intervenants qui vont travailler de manière coordonnée et avec des combinaisons qui sont efficaces pour mettre à la disposition d'un client final qui est le patient ou donc le praticien les produits dont il aura besoin, soit directement au patient, soit pour un praticien qui va accomplir un acte médical ou chirurgical au profit du patient. Ce concept de chaîne logistique, bien sûr, il implique des concepts de management pour une performance de la chaîne logistique. Et donc, le management, c'est le processus qui a pour objectif d'évaluer au plus juste les besoins, les disponibilités et les capacités de chaque maillon de la chaîne qu'on vient de voir, donc de manière synchrone, en vue de respecter les 6 bons de la logistique qui sont d'une importance capitale pour le pharmacien, à savoir les bons produits au bon prix, au bon moment, à la bonne quantité, au bon endroit et à la bonne qualité. Et ça nous amène à parler de la logistique pharmaceutique ou de la logistique des produits pharmaceutiques qui n'est d'autre qu'une chaîne des produits pharmaceutiques depuis leur fabrication jusqu'à leur utilisation chez le patient. Et donc il faut savoir que c'est l'une des chaînes logistiques les plus complexes. Alors pourquoi c'est l'une des chaînes logistiques les plus complexes ? Tout simplement parce que le produit pharmaceutique, le médicament en particulier, ce n'est pas un produit comme les autres, donc il a des spécificités, et donc la gestion, forcément, elle doit être particulière et spécifique. Donc la logistique pharmaceutique, c'est un vrai casse-tête pour tous les intervenants de cette chaîne logistique. Pourquoi ? Parce que le médicament, il a des répercussions d'ordre social et d'ordre politique. Donc ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas un produit comme les autres. Alors ces répercussions, notamment en termes de qualité et de sécurité, ont un impact direct sur la santé des citoyens. Donc c'est pourquoi la logistique pharmaceutique elle est d'une importance capitale par rapport à d'autres types de logistique. Et c'est un vrai casse-tête, comme j'ai dit, pour les intervenants, parce qu'elle doit obéir à plusieurs normes de sécurité, des normes réglementaires, des enjeux financiers, etc. Et on verra ça plus en détail par rapport aux enjeux. Alors, quels sont les enjeux
de la logistique pharmaceutique. Donc il y a tout d'abord, pour moi, la nomenclature. Et la nomenclature des produits, elle est pour moi d'une importance capitale quand il s'agit de catastrophes. Parce que quand il y a une catastrophe, quels sont les produits qu'on va emporter? Quels sont les produits qu'on va sélectionner pour répondre aux besoins des populations? Parce que souvent, les départs sont dans délai d'urgence. On ne sait pas la nature du terrain. Et ici, c'est le rôle important des éléments précurseurs. On va toucher un mot tout à l'heure, donc qui permettent un petit peu de nous rapprocher en tant que décideurs de la réalité du terrain pour pouvoir choisir les produits qui vont être pertinents pour ce déploiement. Donc il y a la notion d'urgence. Il y a aussi bien sûr les enjeux réglementaires qui réglementent un petit peu la pharmacie et le médicament à l'échelle nationale ou internationale. Il y a les bonnes pratiques, en l'occurrence de pharmacie hospitalière, parce qu'on va déployer des hôpitaux, donc c'est de la pharmacie hospitalière. Il y a les enjeux de traçabilité qui sont très importants, surtout pour les médicaments qui sont traçables, comme les médicaments dérivés du sang, les stupéfiants, mais aussi certains dispositifs médicaux implantables. Et donc, le pharmacien, il a donc l'obligation d'assurer la traçabilité, même après donc, le retour de mission. Donc, il y a des délais réglementaires qui doivent être observés. Il y a aussi donc, le casse-tête pour le pharmacien, c'est la bonne conservation des produits pharmaceutiques. Donc, pour un bon nombre de produits, il s'agit de conditions un petit peu particulières. Et quand on est sur des terrains accidentés, quand on est loin des grandes structures, loin des villes, des fois, c'est des contraintes qu'il faut gérer. Il y a aussi donc, les délais de livraison. Donc, ce n'est pas facile de livrer ces produits dans les bonnes conditions, dans le bon endroit et dans les délais qui sont impartis. Et il faut toute une organisation et une anticipation pour ça. Il faut éviter aussi les ruptures de stock. Donc, on a des ruptures de stock dans les pharmacies de ville. Alors, qu'en est-il des zones enclavées, des zones éloignées? Donc, le problème, il est plus pesant et donc, on doit anticiper ce genre de situation. Il y a la performance financière, parce qu'on gère des ressources et on doit être performant, on doit être efficient et non seulement efficace. On doit être efficace en moindre coût. Et donc, on est face à une population qui est dans une situation de précarité, avec des pouvoirs d'achat des fois qui sont donc très réduits. Et donc, c'est des populations qui ont des besoins particuliers et qui s'éloignent un petit peu de la réalité qu'on voit au niveau des grandes villes. Alors, quelles sont les contraintes pour cette logistique? Tout simplement, il s'agit de prendre les capacités d'un hôpital d'infrastructure, comme l'hôpital militaire de Rabat par exemple, et de les condenser, de les compresser pour les mettre dans des structures de 300 à 600 mètres carrés avec entre 30 et 60 tonnes d'équipements, de mobilier, de tentes et de médicaments. Et le médicament ici, il a un rôle qui est central et très important. Donc cette compression de structure, elle présente plusieurs contraintes qu'il faut gérer avec, bien sûr, la collaboration étroite avec le pharmacien. Alors, deuxième contrainte, c'est qu'on va déployer des structures hospitalières sur des conditions qui sont austères. Donc, c'est des milieux rudimentaires, des terrains avec des superficies des fois qui sont très limites, d'accès très difficile. Donc, beaucoup d'hôpitaux ont été déployés par hélicoptère parce qu'il n'y avait pas de route, parce qu'il y avait donc, la neige qui bloquait les routes, etc. Donc, les conditions météorologiques, des fois, c'est une contrainte qui est très, très difficile à gérer et qui est décisive pour la réussite de la mission. Alors, quels sont aussi les aléas du trajet? Parce que quand on veut déplacer de grandes structures, donc sur le trajet, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent survenir. En l'occurrence, donc, la nature de ce trajet, l'accessibilité quand il s'agit de terrains accidentés, etc. Les délais de route, ce sont de grands véhicules qui circulent lentement et des fois, on a des délais recommandés ou imposés par le commandement. Des fois, il faut déployer au bout de 48 heures, c'est 48 heures. Donc, on ne va pas chercher d'excuses. Il y a aussi donc, les pannes. Donc, il y a des engins qui sont déplacés. Il y a les risques d'accident quand on ne maîtrise pas les routes, les conditions, etc., l'obscurité, pour des déplacements qui sont souvent effectués aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. Et donc, il y a la fatigue, le manque de sommeil, parce que quand il y a l'ordre de déployer, c'est des nuits blanches, systématiquement. Donc, on n'a pas droit à l'erreur et donc, on a des délais à respecter et qui sont des fois aggravés par les conditions météorologiques. Alors, tout ça pour avoir un résultat final, comme vous le voyez sur l'image, donc pour déployer des structures
qui sont organisés, qui sont opérationnels au bout de 2 à 4 jours maximum, selon qu'on est à l'échelle nationale ou internationale. Alors ici, c'est une petite maquette d'une structure de l'hôpital médico-chirurgical de campagne type au complet. Donc, il y a donc, le numéro 2, donc c'est le secrétariat. Le numéro 3, c'est la tente de triage. On va un petit peu faire le triage des malades pour les orienter vers les différentes spécialités. Donc, il y a des disciplines médicales et des disciplines chirurgicales. Et donc, au fond, donc, il y a le bloc opératoire, le laboratoire, la radiologie, l'hospitalisation hommes et femmes. Et en fin de circuit, sur le numéro 19, vous voyez la distribution et le dépôt pharmacie. Donc, à la sortie de l'hôpital, comme ça, les patients ils peuvent récupérer leurs médicaments avant de quitter l'hôpital. Alors, une contrainte majeure pour moi, c'est l'approvisionnement. Alors, il faut savoir que nous sommes des structures publiques. Donc, l'achat de médicaments, de produits pharmaceutiques en général, se fait via des achats publics. Et le code des marchés publics, donc on n'a pas un code de marché public qui est spécifique aux produits de santé, donc c'est un code de marché public qui gère un petit peu tout de la même manière, et des fois, c'est incompatible avec les délais d'urgence. Donc, quand on a des réalisations qui doivent être effectuées en situation d'urgence, c'est tout simplement impossible. Peut-être que c'est adapté en temps de paix, mais en temps de catastrophe, il faut des procédures, une efficacité d'approvisionnement et d'achat qui s'adaptent à ces délais d'urgence. Donc on essaye de faire de notre mieux en se basant sur l'anticipation, mais des fois donc, on a beaucoup de contraintes sur ce côté. Il y a aussi donc, le stockage des produits, parce qu'on peut anticiper, mais pour beaucoup de produits, il s'agit d'articles qui sont périssables, donc, qui ont une durée de péremption qui est très réduite, donc on ne sait pas s'il y aura une catastrophe ou pas, donc on stocke les articles importants. Donc c'est toute une gestion des dates de péremption, parce qu'à l'instant où je vous parle maintenant, il y a plusieurs hôpitaux qui sont déjà prêts à être déployés, et il y a des pharmaciens qui tiennent des listes de péremption, et ils vont faire des changements de date de péremption à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivage. Donc ils vont garder les nouvelles dates, et ils vont donc renvoyer les anciennes dates aux différentes structures hospitalières pour qu'ils soient utilisés. Donc ça, c'est une astuce qu'on utilise. Alors, au départ, comme j'ai dit, donc souvent, il y a absence de planification. C'est le cas de missions qui sont urgentes. Donc, on n'a pas assez de délai pour bien se préparer et on n'a pas d'informations pertinentes sur donc, le lieu où on va être déployé. Donc, d'où l'intérêt de l'anticipation et d'où l'intérêt du partage d'expérience. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va déployer des hôpitaux, après, quand ils vont revenir, il y a un partage d'expérience et on tire des leçons un petit peu. On essaie de renforcer, de capitaliser sur les points forts et de corriger les points faibles pour la prochaine mission. Alors, pour les stratégies de mise en œuvre, donc, il s'agit d'assurer l'accessibilité aux ressources de santé adéquates au moment opportun, à l'endroit voulu et en quantité suffisante pour que l'utilisateur puisse se consacrer uniquement à l'accomplissement de sa mission. Parce que quand on projette un chirurgien dans un hôpital médico-chirurgical de campagne à des milliers de kilomètres, quand il arrive, il doit trouver les produits pour faire ses interventions chirurgicales. Il ne va pas attendre. Donc, il dépend un petit peu de la logistique pharmaceutique, mais aussi de la logistique médicale, parce qu'il y a du matériel chirurgical, etc., qui va être déployé en parallèle. Alors, l'expression des besoins ici, elle est d'une importance capitale. On verra comment on a pu gérer cette contrainte quand on n'a pas d'informations pertinentes. Les retours d'expérience, comme je vous ai dit, à chaque fois, donc, il y a des débriefings pour capitaliser sur les anciennes missions. Il faut préparer des scénarios types, scénarios séisme, explosion, incendie, inondation. Donc, ce ne sont pas les mêmes hôpitaux qui vont aller partout. C'est des systèmes qui sont modulaires. Et donc, on va choisir les modules en fonction de la nature de la mission. Quand il y a des guerres, quand il y a des explosions, c'est plutôt les brûlés, la traumato, etc. Quand il s'agit de missions humanitaires, c'est la gynéco, la pédiatrie, etc. Et donc, c'est des modules qu'il faut choisir en fonction de la nature de la mission et qui doivent être prêts bien avant la survenue de l'événement imprévisible. Il y a aussi, c'est la spécificité des dotations qui sont établies par module. Et pour les dates de péremption, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est le fait de gérer et d'anticiper les dates avant
en faisant donc une rotation des dates pour garder en stock toujours les dates qui sont éloignées. Alors, l'inspection de services de santé, donc dans le cadre de l'anticipation des besoins, a établi une nomenclature des produits pharmaceutiques des services de santé des forces armées royales, qui ne concerne pas uniquement les hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne, mais l'ensemble des structures de soins des armées, donc où on va détailler pour chaque discipline médicale ou chirurgicale quels sont les médicaments, les produits pharmaceutiques types qui doivent exister pour chaque module. Donc, c'est des listes qui ont été validées par des référents, les chefs de service concernés, et qui sont régulièrement mises à jour à partir des retours d'expérience et à partir de la réalité du terrain. Donc, c'est de l'expérience qu'on va acquérir au fur et à mesure. Donc, cette nomenclature, elle précise donc les dotations de base qui vont être déployées au début, ainsi que les recomplètements qui peuvent être déployés en fonction des besoins qui peuvent survenir sur le terrain en fonction des conditions, en qualité et en quantité, mais aussi en dosage. Donc, pendant la mission, donc, il faut s'adapter aux facteurs environnementaux. C'est l'altération. Le produit pharmaceutique, c'est un produit qui est sensible. On a tendance toujours à penser à la chaleur, mais aussi, il y a aussi le froid. On a été déployé dans des zones à moins 18 degrés. Et donc, il y a le risque de congélation des produits. Donc, c'est l'inverse. Et donc, il faut prendre les dispositifs logistiques nécessaires pour avoir une température convenable en fonction de la nature des produits, mais aussi pour la sécurité, donc les stupéfiants, etc., le double jeu de clés. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, plusieurs structures peuvent être utilisées pour assurer, pour le management de la chaîne logistique du froid. Donc, il y a les camions frigorifiques, il y a les ventilateurs ou les climatisations détente, quand le stock il se fait sous tente. Maintenant, quand les conditions météorologiques sont très rudes, il faut passer à des enceintes climatisées, des conteneurs. Voilà, donc, et il faut jamais oublier le rôle des générateurs de courant, parce qu'on ne peut pas être dépendant donc du courant électrique de ville, par exemple. On doit être autonome, et la pharmacie elle est systématiquement branchée sur les groupes électrogènes, ainsi que le bloc opératoire, le laboratoire, donc tous les éléments, les modules qui sont critiques. Alors ici, on va dire un petit mot sur l'ordre de mobilisation. Donc l'inspection du service de santé, quand elle reçoit l'ordre de déployer un hôpital médico-chirurgical, donc il faut très vite déclencher donc la mission de l'élément précurseur. C'est soit en collaboration avec les collectivités locales, soit on va envoyer quelqu'un sur place pour nous relater la réalité du terrain, pour relater les dégâts, les besoins, etc. Parce que c'est l'œil un petit peu de l'inspection du service de santé sur le terrain qui lui permet de choisir les modules qui vont être déployés. Donc son rôle, il est déterminant dans la mission. Ensuite, donc, l'ensemble des unités vont travailler en collaboration pour préparer les hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne en termes de médicaments et de fongibles, de matériel non consommable, de personnel de santé et de personnel de soutien. Donc tous ces éléments vont être déployés sur le site choisi pour la mission. Alors, ici, c'est un petit schéma sur la cascade des différentes actions qui sont accomplies en cas de mobilisation, avec les différents éléments intervenants. Et donc, quand l'ensemble est rassemblé au niveau d'une structure de stockage, comme le BMS ou le BCLS, donc l'acheminement sur site, le déploiement, les prestations, les statistiques, le demande de recomplètement quand la mission elle dure plus que prévu, et en fin de compte, il y a le rôle important de l'évaluation et de la remise à niveau pour un déploiement futur. Alors, pour la projection par voie routière, donc, il s'agit de moyens organiques, c'est des camions en général de poids lourds, des citernes, des sanitaires, des ambulances, et donc au besoin, on peut faire appel à des renforts avec des camions de capacité plus grande ou les autocars pour le déploiement du personnel. Alors ici, c'est juste un exemple de déploiement par voie routière. C'est les hôpitaux médico-chirurgicaux d'Aït Mohamed Agoudim et à Moguer. Donc la projection du matériel a été faite sur des camions et le personnel sur des autocars. Donc vous voyez qu'entre la mobilisation et le déploiement, c'est moins de 48 heures. Donc à l'échelle nationale, ça doit être moins de 48 heures. Alors, quand on fait appel à la voie aérienne, donc les délais, des fois, donc si c'est à l'international, les délais sont un petit peu plus prolongés. Donc, les moyens aériens les plus utilisés, c'est ceux des forces Royal Air,
avec les avions C-130 qui ont une capacité de 20 tonnes et de 300 mètres cubes. Donc, il y en a plusieurs qui sont déployés. Et pour des besoins particuliers, donc il y a des collaborations avec la RAM pour les missions OPEX, mais c'est des fret dont le poids il est inférieur à 1 tonne, donc c'est des besoins qui sont spécifiques. Alors ici, donc, ce sont 2 HMCC qui ont été déployés à l'échelle nationale, mais qui font appel à la fois au transport routier et au transport aérien. Et ici, donc, c'est l'hôpital de Gaza qui a été déployé en 2012 donc, en Palestine. Donc, projection par voie aérienne jusqu'en Égypte, puis donc, acheminement du matériel et du personnel par voie routière jusqu'au 3e HMCC. Donc là, les délais sont légèrement plus prolongés. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Donc je dirais que les facteurs de succès logistique, c'est la maîtrise du processus organisationnel. En situation de catastrophe, tout est désorganisé, mais nous, en tant qu'acteurs, on doit être organisés, sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut développer une grande capacité d'adaptation aux impératifs du commandement et du terrain. Donc il s'agit de gérer à peu près 250 militaires avec 30 à 60 tonnes de médicaments et d'équipements. Et donc le pharmacien, c'est l'un des acteurs principaux pour la réussite de cette mission. Et donc, pour réussir la mission, donc, il doit développer, bien sûr, ses connaissances sur les produits pharmaceutiques. C'est le spécialiste du médicament et des produits pharmaceutiques en général. Donc, il fait témoin de professionnalisme, d'autonomie, de réalisme, de rigueur, de sens d'organisation et des priorités, d'humanisme et d'esprit d'équipe. Donc, c'est les qualités requises d'un pharmacien militaire ou en situation de catastrophe pour mener à bien sa mission dans des conditions qui sont très, très difficiles. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Adnan Ouarititi, d'avoir respecté les 20 minutes qui vous étaient allouées et d'avoir répondu justement à notre question sur le soutien aux produits pharmaceutiques en situation de crise et de catastrophe. Quelle stratégie de mise en œuvre? Vous avez évoqué de manière très exhaustive tout l'ensemble des contraintes, les contraintes réglementaires de traçabilité, certains produits spécifiques de la chaîne du froid ou les stupéfiants, et pour la traçabilité, les conditions de conservation, les délais de livraison, comment éviter aussi de perdre les stocks que vous avez capitalisés et en les redéployant au cas où ils n'auraient pas été utilisés pour pas qu'il y ait de perte, et en renouvelant les stocks pour des actions futures et de manière à être réactif le plus vite possible. Notez que c'est dans les 48 heures au niveau national que vous devez tout mettre en place avec toutes les contraintes. Merci beaucoup aussi d'avoir évoqué les listes, les stocks de sécurité. Donc ce n'est pas simple et vous avez bien répondu à toutes mes questions. Donc on laissera les questions pour la fin du premier panel.